Alors, est-ce qu'on est en train de vivre un moment charnière et est-ce qu'il y aura un avant et un après, mais pour nous aussi, médias? Ava Jamshidi. Je pense que oui, clairement. On est en train d'assister à la véritable réplique française du mouvement MeToo qui a été déclenché aux États-Unis, avec effectivement la multiplication de ces prises de parole. Pour ce qui a trait aux médias, j'ai l'impression, alors pardon, mais pour ce qui concerne mon magazine Elle, qu'on a toujours un peu été du côté des femmes, mais je pense que surtout, au-delà même de la seule question des médias, il faut aussi s'interroger sur la capacité d'écoute du public. Oui, on parle beaucoup de libération de la parole, oui, mais il y a aussi beaucoup de libération de l'écoute. Et dans ce processus, on a effectivement comme média un rôle essentiel. Mais Judith Godrèche, il faut se souvenir que très peu d'années après avoir vécu sa rupture avec Benoît Jacot, elle a couché dans un livre ce qu'elle raconte aujourd'hui. C'est juste aussi que le public, peut-être, et que nous, collectivement, la société française de l'époque, n'était pas à même et n'était pas capable d'entendre ce qu'elle disait et de s'offusquer. C'est ça que MeToo a changé. Oui, parce que dans le public dont vous parlez, finalement, les médias existent aussi. On a une part de responsabilité dans cette certainement, omerta. Oui. Il y a eu un défaut d'enquête, c'est sûr. Alors, il faut expliquer pourquoi. Non pas excuser, mais expliquer pourquoi. Parce que depuis MeToo, on s'est rattrapé, si je puis dire. Parce que moi, je dirigeais Libération pendant toute cette période. Le nombre de unes et de papiers qui ont été consacrés à toutes ces affaires, à ces témoignages, à ces accusations, alors là, c'est considérable. Donc l'omerta, elle a explosé en vol. Alors pourquoi il y avait un défaut d'enquête avant? On avait une règle qui était erronée en partie, qui consistait à dire les journaux d'information générale, politiques, du type de Libération ou du Monde ou d'autres, ne s'occupe pas de la vie privée des personnages publics. C'est la presse People qui fait ça. On ne s'occupe pas de la vie privée, sauf quand il y a un fait divers, quand il y a un crime ou qu'il y a quelque chose de judiciaire. Mais d'une manière générale... Comme si c'était s'abaisser, c'est ça, à s'intéresser à s'abaisser, mais c'était pas notre genre. L'intimité des gens qui ne nous concernait pas en tant que journaliste politique ou d'actualité. Je vais un exemple. L'erreur la plus nette que j'ai commise, c'est à propos de Dominique Strauss-Kahn. Il y a un journaliste qui vient me voir et me dit Strauss-Kahn, c'est pas possible, il a un problème avec les femmes, il n'avait pas tout à fait toutes les infos, mais enfin quand même, ça posait problème. Et je lui ai dit non, on peut pas. On peut pas en parler. On peut pas, c'est pas qu'on veut pas, c'est pas de l'omerta, c'est parce qu'on a une règle. On va y revenir. On a une règle qui fait qu'on n'entre pas dans la vie privée des hommes politiques. Et on va y revenir là-dessus, parce que vous avez évidemment la personne qui, la première dans les médias, a parlé de la tentative de... Mais c'est surtout que je me souviens de ce journaliste et il vous contacte après m'avoir contacté, c'est-à-dire que je faisais partie de son enquête, justement. Alors moi, je compléterai un peu ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y avait même deux règles. Il n'y en avait pas une, il y en avait deux. La première, c'était on n'entre pas dans la chambre à coucher puisque c'est la vie privée, c'est ce que vous venez de dire. Sauf que ce qui est délictuel et criminel, c'est pas la vie privée. Et ça, c'était l'erreur principale. L'erreur numéro 1, c'était de penser que dès que ça touchait à la sexualité, ça relevait de la vie privée. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. Quand on viole quelqu'un, quand on l'agresse, quand on fait une tentative de viol, on n'est plus dans la vie privée. Ensuite, il y en avait une autre qui était pas de plainte, pas de papier. Ça, c'était la seconde règle qui prévalait. Il fallait attendre d'avoir une plainte devant la justice les journalistes, se prémunir de la présomption d'innocence, c'est ça? On a attaqué beaucoup d'hommes politiques avant que ce soit en justice. Dans les affaires sexuelles, dans les affaires de violence, dans les affaires de violence et dans les affaires sexuelles, la règle, c'était pas de plainte, pas de papier. Je me souviens pas de l'avoir édicté. Ça l'était chez vous. Et ça l'était chez les autres. C'était la règle. Chez moi, c'était moi le patron. C'était Libération. Donc j'avais pas édicté cette règle. Mais je peux vous dire que vos journalistes, c'était la règle. Peut-être qu'ils se l'imposaient eux-mêmes. Peut-être aussi que c'était la directive qu'ils avaient. J'en sais rien. Je ne travaillais pas chez vous. Vous n'êtes pas sans le savoir. Mais en tout cas, c'était quand même la règle. Tant qu'il n'y avait pas de plainte, on ne faisait pas de papier. Tout ça a changé énormément, parfois pour le meilleur, parfois aussi pour le pire. Ava Jamshidi. Ouais, juste deux choses. C'est important de rappeler quand même qu'en France, la loi protège la vie privée. Ça ne relève pas juste de décision éditoriale d'un média ou d'un autre. On n'a pas le droit de raconter la vie privée de quelque personnalité que ce soit. Ce qui gêne pour l'enquête. En revanche, dès lors que l'on considère qu'il y a des faits qui peuvent être délictuels ou criminels, à ce moment-là, on se pose la question éditoriale de la couverture. Et ensuite, il y a effectivement des médias, mais c'est encore le cas aujourd'hui, qui décident de ne rendre publiques des affaires que dès lors qu'elles ont été judiciarisées. Ce n'est pas la décision, par exemple, que l'on prend en OL. Mais à partir de ce moment-là, est-ce que vous publiez, et c'est une question que tous les médias se posent, à partir de quand on publie une affaire? Est-ce que si une personne vient témoigner anonymement, vous allez décider de raconter son histoire? Non.
C'est pas ce que, en tout cas, au L, c'est pas du tout ce qu'on a décidé de faire. Là, vous l'avez dit, on va reparler de l'affaire Miller, mais il y a par exemple la sérialité, c'est-à-dire quand vous avez de très nombreux témoignages qui se recoupent, quand vous avez des éléments matériels aussi qui vous permettent de caractériser des faits et de vous assurer, c'est ce qu'on appelle recouper l'information, c'est à ce moment-là que vous prenez la décision éditoriale de sortir une affaire. Et puis, il y a aussi... Je peux préciser une chose. Oui, une précision. La règle dont je viens de parler, c'était il y a 20 ans, hein. Oui, bien sûr, c'est ce qu'on dit. Alors justement, peut-être qu'on peut faire un petit coup dans le rétro, parce qu'en effet, c'est intéressant de comprendre ce qui s'est passé pour ne pas reproduire non plus les erreurs. Exactement. On peut évidemment évoquer cette séquence en 2007 que vous connaissez bien, Tristan Bannon, puisque vous y étiez à la table de Thierry Ardisson pour son émission 93 Faubourg Saint-Honoré, où vous confiez ici la tentative de viol opérée par Dominique Strauss-Kahn, dont le nom d'ailleurs sera bipé lors du passage à l'antenne. Et à ce moment-là, les gens rigolent, on sent qu'il n'y a pas vraiment de réaction, c'est un peu noyé. On va regarder justement cette séquence qui, finalement, malgré vous, fera date, fera histoire. Ah non, mais on s'est battu au sol, pas qu'une paire de baffes. On a donné, moi, j'ai donné des coups de pied. Il a dégrafé mon soutien-gorge. J'ai essayé d'ouvrir mon jean. Mais tu vois, ça, c'est la connerie. Ça a très mal fini. Mais moi, ce qui m'a marqué... S'il fait ça, il peut faire n'importe quoi. Moi, j'ai fini par partir. Il m'a envoyé tout de suite un texto en disant « Alors, je vous fais peur », d'un air un peu provocateur. Et je lui avais parlé, quand on se battait, je lui avais dit le mot viol pour lui faire peur. Ça ne lui a pas fait peur plus que ça. C'est comme quoi, apparemment, il était accoutumé. Alors, je ne sais pas si cette séquence est toujours... Je fais partie du problème là-dedans aussi, parce que... Alors pourquoi ? Mais parce que je raconte ça en souriant, en riant, j'essaye de me détacher, et parce que j'ai dans la tête qu'on fait de la télévision. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui n'arriverait plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la prise de parole d'une personne agressée pourrait parler plus librement, vous pensez, à la télévision ? Je pense qu'en tout cas, ça ne ferait pas l'objet d'une émission de divertissement avec justement ce côté festif qui ne s'y prête pas du tout. Aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passerait, mais je sais que moi, je ne le dirais pas de la même façon. Je pense que je porterais plainte déjà avant d'aller en parler. Je pense que... on prendrait plus de précautions dans la façon dont on le présente et en même temps, on l'accueillerait de façon plus grave. Donc je pense que tout ça changerait. Après, il faut être honnête, on est beaucoup tombé, si je puis dire, sur ces personnalités autour de la table. Elles ne sont que le reflet d'une époque. Laurent Geoffrin, vous étiez au courant des agissements de Dominique Strauss-Kahn ? Pas dans ces détails-là, non, franchement. Pas dans cette gravité-là. Voilà. Le journaliste qui vient vous voir et qui vous, à l'époque, refusait le... Mais il ne m'a pas donné beaucoup de détails. Hein. Il m'a dit il faut enquêter. Il faut enquêter parce qu'il a un problème avec les femmes. Bon, c'est un problème. Et vous en avez donné quelques-uns puisqu'il était déjà venu me voir. Mais qu'importe, on n'est pas là pour arrêtez de dire que je ne dis pas la vérité, c'est agaçant à la fin. Je vous raconte ce qu'il m'a dit, donc ce que j'ai répondu. Et vous n'allez pas plus loin ? Franchement. Et vous n'allez pas plus loin ? Je lui dis c'est la vie privée, on ne le fait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, 15 ans plus tard... Je ne dis pas que c'est bien, je dis que j'ai commis une erreur. Attention. Hein. Non, mais bien sûr. Tout Paris savait quand même. C'est le concept grotesque de dragueur lourd. C'est ça le truc. On vous dit c'est un dragueur. Vous dites bon, un dragueur, est-ce que c'est délictuel ? J'en sais rien. Et puis vous passez à autre chose parce que vous ne vous intéressez pas à la vie privée. On est 15 ans plus tard. Donc vous enquêtez pas. 15 ans. À tort, hein, je dis à tort, j'explique le mécanisme. 4 ans plus tard, vous allez porter plainte au moment où explose l'affaire Nafissatou Diallo. En 15 ans, justement, est-ce que vous avez l'impression que l'écoute, la réception dans les médias de la parole a changé ? Il y a beaucoup de choses qui a changé. Pour le meilleur, quand on voit le travail que vous faites, je trouve, en tout cas à Elle, et parfois pour le pire, parce qu'on a en tête comme ça des médias de presse écrite, et pas que, qui ont condamné dès la plainte d'une personne d'ailleurs, donc sans en rien savoir. Moi, quand je porte plainte en 2011, j'ai une anecdote qui raconte un peu la façon dont c'est pris, outre le fait, effectivement, que la presse cherche à savoir si je suis déséquilibrée, si je mens, bon, qu'importe. Monsieur Strauss-Kahn fait le journal de TF1, le JT de 20h de Madame Claire Chazal. Je crois que ça dure à peu près 35 minutes. Je demande un droit de réponse en direct, je demande entre 5 et 10 minutes, on me le refuse.
On me dit, à l'époque, TF1 me propose de m'enregistrer aussi longtemps que je veux, qu'ils couperont et qu'ils passeront mon droit de réponse. Je dis non, moi je veux du direct. Je veux 5 à 10 minutes en direct et on me le refuse parce qu'on a peur du débordement. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'arriverait pas. Aujourd'hui, il y aurait cette possibilité. On a vu le temps donné à, par exemple, Judith Godrèche. Absolument. Même chose pour les accusatrices de PPDA qui ont longuement témoigné à visage découvert au cours d'une émission sur Mediapart. Là encore, Ava Jamshidi, les agissements de PPDA étaient connus en off de beaucoup, mais personne n'a osé en parler pendant des années avant que la presse ne publie des témoignages. Est-ce indispensable que ces révélations soient dans la presse pour accélérer le cours de la justice ? Moi, je pense que oui. Je sais que la presse n'a pas vocation à se transformer en tribunal médiatique, mais ce qui est clair, c'est que les révélations qui sont publiées dans la presse déclenchent ces révolutions, et que de ces révolutions découlent ces plateaux, les articles que l'on peut écrire les uns et les autres dans nos médias, qui aident à cette prise de conscience sur des dysfonctionnements, des attitudes qui ne devraient pas avoir lieu, d'autres qui sont condamnables. Et c'est comme ça que... On rappelle quand même que les mis en cause sont tous présumés innocents tant que la justice n'a pas été jusqu'au bout. Non, mais je pense que justement, la présomption d'innocence ne veut pas dire taisez-vous. La présomption d'innocence veut dire qu'on a des précautions à prendre quand on rapporte ces paroles. Et je pense que c'est le rôle justement des médias de prendre ces précautions qu'Internet ne prend pas. Et on a un devoir d'exemplarité par rapport à ça. Et il faut pas véhiculer le message que la présomption d'innocence veut dire taisez-vous, justement. Peut-être une question dans le public à ce sujet. Lina, vous avez 23 ans, je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour. Elle, aujourd'hui, comme d'autres médias d'investigation comme Mediapart et Le Parisien, nous propose de l'investigation et surtout en ce moment sur la question des violences sexistes et sexuelles. Comme du coup les autres médias d'investigation avant elle, il y a ce risque du reproche du tribunal médiatique que vous avez exposé. Est-ce que ça vous fait hésiter ? Est-ce que ça vous fait douter ? Et qu'est-ce que vous leur répondez à ces reproches-là qui peuvent être faits dans ces affaires-là ? J'entends tout à fait le reproche et les inquiétudes qui peuvent y avoir à ce sujet. On est conscient de la gravité, mais on n'a pas de doute parce qu'on sait qu'on a fait notre travail. Et donc, on ne va pas être pris en défaut sur le fond. Après, les médias, c'est important de rappeler, que ne sont pas astreints à une forme de délai de prescription médiatique qui imposerait qu'on ne couvre pas ou qu'on ne raconte pas telle affaire parce qu'elle s'est passée il y a trop longtemps. Et nous, on considère que c'est très essentiel qu'on raconte ce qui s'est passé, qu'on porte cette parole de ces femmes. Je vous rappelle que ce mouvement s'appelle MeToo. MeToo, ça dit aussi le fait qu'une femme qui témoigne va ensuite générer la volonté de témoigner, va libérer littéralement la parole d'autres femmes. On a pu le voir donc, dans l'enquête sur Gérard Miller en l'espèce. Et c'est ça qui crée le socle de cette révolution. Et parfois, c'est important aussi pour certaines victimes parce qu'elles savent que les faits sont prescrits et que pour elles, c'est peut-être aussi une manière, peut-être pas d'obtenir réparation, mais du coup de s'exprimer et d'avancer aussi dans la vérité. Ça a obligé la justice même à évoluer, puisque même dans les cas de prescription, ils enquêtent sous le prétexte de savoir si la prescription est justifiée, mais du coup, ils sont obligés de prouver ou d'essayer de prouver ce qui s'est passé. Puis pour s'assurer aussi, qu'il n'y a pas des cas non prescrits qui découleraient de l'enquête. Oui, par ailleurs, effectivement, ça permet de protéger aussi peut-être plein d'autres personnes qui pourraient devenir victimes et être agressées. Est-ce qu'il y a aussi une limite à cette libération de la parole ? Bien sûr qu'il n'y a pas de limite dans la révélation de vérité. Si elle est là, il faut qu'elle soit dite. Mais est-ce que ça ne peut pas finalement engendrer aussi une opposition ? Est-ce qu'elle peut y avoir un effet pervers par rapport à cette libération de la parole ? Je pense qu'il faut faire très attention. Après, c'est comme toutes les révolutions. Il y a eu, justement, on en parlait, une omerta, il y a eu des abus, il y a eu un silence tellement long, il y a une parole pas écoutée. Moi, je dis souvent que c'est une libération de l'écoute plus qu'une libération de la parole, parce qu'on parlait, soyons très clairs, on parlait. La preuve, vous ressortez des images qui prouvent qu'on parlait. Mais Judith Godrèche écrivait des livres, donc voilà. Mais quand ça explose, quand il y a une révolution, ça va très loin. On voit bien qu'il y a un féminisme très radical qui tente à expliquer que tous les hommes sont potentiellement des agresseurs et sont potentiellement des dominants qui veulent oppresser les femmes. On voit bien qu'il se passe sur les réseaux sociaux des tribunaux qui jugent hors les murs des tribunaux judiciaires et qui condamnent à la moindre accusation, sans même qu'il y ait besoin d'une plainte d'ailleurs, parfois, sans aucun discernement. Moi, ce que j'aime dans ce que vous avez fait, dans le travail que vous faites, c'est le discernement, justement. Je pense que les médias vont avoir, maintenant qu'on en est là, un rôle
capital de discernement parce qu'il y a justement ces réseaux sociaux qui vont beaucoup trop loin, qui font des procès en ligne. Moi, j'ai vu des choses mais abominables de personnes détruites sans qu'on aille même vérifier ce qu'étaient les faits. Après, les tribunaux prouvent qu'il n'y avait pas de faits et que la personne était innocente. C'est fini. L'affaire, elle est pliée.